Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut faire peur aux bailleurs, c'est le sujet des interdictions. C'est la liste longue comme le bras des choses que tu n'as pas le droit de faire. Mais il y a quand même des choses que tu as le droit de faire, donc faut pas partir dépité quand tu es bailleur et quand tu vas investir et qu'on te dit «Ouh là là, mais fais attention». Tu vas investir, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, etc., etc. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, il y a des choses qui sont vraies, évidemment. On fait pas de fumée sans feu, mais on va parler de ça aujourd'hui. Parce que j'ai envie un petit peu de, comment dire, de démystifier les on-dit. D'ailleurs, ça permet de pas trop se faire avoir aussi. Des fois, on a affaire à des locataires qui te disent oui, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça en tant que propriétaire, etc. Encore une fois, ce n'est jamais les locataires les mieux placés pour vous dire ce que vous devez faire. Ce n'est même pas vous, d'ailleurs. Il suffit juste de se référer au texte de loi. Et donc j'ai travaillé ça aujourd'hui. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'il y a des choses en fait qui sont pas très claires. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des flous qui sont faits exprès. Je Théorie du complot, attention, me voilà. Je pense il y a des flous qui sont laissés un petit peu tels quels pour que justement il y ait la place pour des jurisprudences suivant les cas. Donc on va essayer d'en parler dans cet épisode. Évidemment, je t'ai fait une petite liste, donc il y a 6 points, 6 ou 7 d'ailleurs, sur lesquels il faut faire très attention, je vais t'en parler. Avant de commencer l'épisode du jour, je voudrais remercier les personnes qui ont laissé des notes positives, donc des étoiles sur les différentes plateformes de podcast et notamment sur Apple Podcast, parce que ça aide le podcast à être mieux référencé et donc du coup à aider d'autres personnes qui sont indirectement touchées si jamais ils trouvent le podcast dans leurs recommandations, etc., etc. Et notamment, il y avait un message de Maxime LR sur Apple Podcast qui revient sur l'épisode sur Oussama Hamar, donc l'épisode qui explique comment il investit en immobilier et comment il a eu un succès en immobilier et j'ai décrypté un petit peu son investissement. Donc tu peux le retrouver, il est un peu plus bas, il est pas très loin, je pense que c'est l'épisode, si je dis pas de bêtises, 40 ou 41. Je te laisse regarder. Maxime nous dit épisode cool, j'ai vu des vidéos également et j'ai vraiment adoré leur projet. Format de podcast très intéressant afin de voir les différents types d'investissements. Et ouais, effectivement, je rentre dans la niche que l'investisseur en question exploite pour rentrer un peu dans le détail et vous donner des tips à vous, les auditeurs. Penses-tu faire de l'immobilier? Alors attends, penses-tu faire un épisode sur Tyler Chiche? Lui, c'est investir dans les entreprises aussi plutôt qu'un bien. Épisode Business Impact avec David Laroche où il en parle. Ok, donc j'irai voir cet épisode Business Impact avec David Laroche. J'avoue que j'ai pas trop d'informations. J'ai ouvert un article qui est apparu dans Forbes sur Tyler Chiche. Je sais pas si je le dis bien d'ailleurs. Est-ce que c'est Chiche ou Chiché? J'ai l'impression de le découvrir moi, ce mec. Je sais pas. Franchement, dis-moi dans les commentaires si jamais tu connais Tyler Chiche. Moi, je connaissais pas. En tout cas, il y a un article sur lui, visiblement. Ça serait, si je dis pas de bêtises, un génie de la finance, d'après l'article Forbes. Après, bon, je sais pas trop. J'avoue qu'il fait pas partie de la liste des 5 premiers entrepreneurs et investisseurs français pour lesquels j'avais prévu de faire des épisodes. Généralement, j'ai quand même envie de parler des gens que je connais bien, euh, dans le sens où j'ai déjà lu des livres sur eux, ou que j'ai mangé beaucoup de contenu et je suis sûr des informations que je peux partager ici. Maintenant, je me laisse l'onglet ouvert et j'irai faire quelques études là-dessus. En tout cas, Maxime, merci pour ton message. Ça me va, ça me fait chaud au cœur. Merci pour ton message et merci à tous les autres qui laissent des commentaires sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. On va parler des interdictions, donc let's go pour énumérer les différentes interdictions. La liste, elle n'est pas exhaustive, d'ailleurs, ça se trouve, il y a d'autres choses que je vais oublier, t'hésiteras pas à me le dire. Mais en tout cas, j'ai listé les interdictions les plus, on va dire, dangereuses pour toi,
dans le sens où ton locataire pourrait s'en servir contre toi. Donc c'est surtout ça que j'ai listé, parce que je pense que c'est ça qui peut t'intéresser, des cas pratiques et autres. Alors, c'est parti pour le premier. Donc interdiction d'obliger le locataire à recevoir ses visites impromptues. Sais-tu de quoi je parle? Alors en fait, ça concerne plus particulièrement les visites dans le logement que tu loues. Tu sais, les fameuses visites que tu prévois pour t'assurer que le logement est en bon état. Euh, donc, si tu veux, jusque-là, pas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que locataire d'avoir un propriétaire qui se permettait de le faire. Par contre, je me suis rendu compte qu'en étant en agence, l'agence ne le faisait pas. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'agence ne le fait pas. Est-ce qu'en fait, on a vraiment le droit de le faire ou pas? Et je me suis rendu compte que non, c'était pas légal en fait. Tu n'as pas le droit d'imposer à ton locataire une visite impromptue. Tu peux pas dire ouais, j'étais de passage, donc je viens vous voir, j'étais là, je sonne. Ah, vous êtes là? Bah écoutez, vu que j'étais de passage, je prends le café dans le coin. Si vous avez 5 minutes, je viens vérifier si l'appartement est en bon état. Non, c'est interdit, complètement interdit. Donc voilà, le locataire il paye son loyer, il est chez lui, donc il a ce qu'on appelle le droit de vie privée, tout simplement, et vous n'avez pas le droit de vous imposer, voilà, dans sa vie privée et surtout dans son logement. Alors j'ai pas la liste, mais il y en a plein. La dernière, elle date de 2016, la jurisprudence là-dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce que tu peux faire, c'est d'insérer une clause, c'est-à-dire, alors, faire très attention avec ce que je dis, parce que je suis pas légaliste et donc faire très attention. Tu as le droit, c'est encadré, donc tu as le droit de rajouter une clause dans ton bail pour vérifier la location une fois par an. Tu peux préciser que tu as le droit une fois par an, sur prise de rendez-vous et avec un délai préalable. Tu dois aussi mettre dans cette clause le délai préalable. Tu peux pas genre venir, comme je te disais tout à l'heure, 24 heures avant, dire ouais je passe demain, tu vois. Ça c'est pas possible. Donc tu peux mettre une clause comme quoi, en tant que bailleur, tu te rends dans les lieux pour constater l'entretien du bien une fois par an. Mais il faut que tu mettes un délai pour prévenir ton locataire, tout simplement. Voilà. Euh, alors je te dis pourquoi je te dis ça, dans le sens fais attention à ce que tu mets dans ta clause. Bah, tout simplement parce que suivant comment tu vas rédiger ta clause, elle peut être considérée comme abusive ou pas. Genre si tu mets ouais je passe une fois par an en septembre, bah, peut-être que ton locataire il peut te refuser et que du coup tu lui demandes de partir et lui il te dit bah, j'ai rien fait de mal. Et toi tu dis bah, si vous n'avez pas respecté la clause, etc. Lui il prend un avocat, il te dit que cette clause elle est abusive parce que toi tu lui dis que tu viens en septembre, mais lui peut-être que ça l'arrange pas parce qu'en septembre machin truc. Enfin bref voilà, donc ça peut monter crescendo, donc il faut faire très très attention. Très attention avec ça. Mais dans tous les cas, voilà, tu peux proposer une clause, mais très difficilement l'imposer. Donc voilà pour le point numéro un, enfin obliger son locataire à recevoir des visites impromptues, impossible, attention. La deuxième, interdiction d'obliger un moyen de paiement spécifique. Alors je sais pas si tu as je sais pas comment tu récupères les loyers de ton côté. Je sais pas si tu les récupères par chèque, est-ce que tu les récupères par virement, est-ce que c'est un prélèvement d'ailleurs, je sais pas, tu vois, tout un tas de moyens de se faire payer. Mais tu ne peux pas l'imposer, dans le sens, c'est pas toi qui dis oui, ben moi je décide que vous me payez en cash tous les mois. Donc ça c'est pas possible. D'ailleurs, tu pourras insérer dans le bail de location des dispositions prises entre toi et le locataire. Donc c'est-à-dire que tu vas préciser si c'est en cash, en virement, etc. Dans le sens où c'est ce que toi tu souhaites, mais tu peux pas. Enfin, dans le sens où si jamais ton locataire il décide d'arrêter de te payer par virement tous les mois et de te faire un chèque, bah il a le droit en fait. Tu ne peux pas lui refuser. Donc voilà, c'est très difficile d'imposer un moyen de paiement. Et d'ailleurs, pour la partie cash, juste une petite précision, ton locataire il peut te payer en cash jusqu'à 1000 euros par mois. Donc si jamais il te dit, bah, si ton loyer il va jusqu'à 1000 euros, genre 950 euros, et qu'il te dit du jour au lendemain, bah non, mais moi je vous fais plus les virements, vous recevrez plus les virements, il faut que vous repreniez l'argent en cash, bah malheureusement ce sera très difficile pour toi de lui dire non. Par contre, évidemment, au-delà de 1000 euros, ça sera forcément par prélèvement ou par chèque bancaire. Là, la troisième interdiction, c'est l'interdiction d'obliger des travaux. Ou plutôt, comment dire, d'obliger à subir
des travaux, dans le sens où tu pourrais, comment dire, prévoir des travaux dans ton appartement, accepter un locataire entre-temps et lui dire, bah écoutez, moi j'ai prévu tel et tel travaux, lui dire à l'oral, j'ai prévu tel et tel travaux, est-ce que ça vous va? La personne peut vous dire oui, oui. Par contre, une fois qu'elle est dans les lieux, bah encore une fois, le droit de la vie privée surpasse le droit du bailleur. Et donc là, vous êtes obligé de lui faire une notification. Et là, on va rentrer dans la partie un peu moins rigolote, puisque si jamais il décide de ne pas vous ouvrir, ben, il peut ne pas vous ouvrir. Et vous ne pouvez pas lui imposer des travaux. Alors, attention à ce que je dis. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de travaux. Il y a différentes conditions. En fait, on ne peut pas obliger le locataire à accepter des travaux, sauf dans 4 cas. Et ils sont précis, ils sont énumérés, ils existent, on ne peut pas les... Voilà. C'est le droit français qui dit ça. Donc le premier, c'est les travaux d'entretien. Donc si c'est pour l'entretien du bien, exemple, je sais pas, franchement, j'allais vous dire, j'allais raconter une bêtise parce que je sais même pas comment, en tant que propriétaire, on peut avoir... Ah si, peut-être dans le cadre où le locataire est malade, dans le sens où il y a une prise en charge. Ouais, bon, bref, dans le cadre des travaux d'entretien, j'ai la liste sous les yeux, donc je te la lis. 2 travaux pour maintenir le logement en état. Donc si par exemple le logement il est vieux et qu'il y a des travaux de remise en état juste pour qu'il soit aux normes, bon, là on est obligé. Travaux d'amélioration, enfin il est obligé le locataire d'accepter. Travaux d'amélioration de performance énergétique, donc là on est en plein dedans en ce moment, là c'est vraiment le sujet du tendance du moment. Là, pareil, il est obligé, malheureusement, il ne peut pas faire autrement. Si jamais tu lui dis, bah écoute, tous tes radiateurs, convecteurs, grille-pains de merde, je viens pour te les changer et je te mets des inerties en fonte ou en céramique, ou voire même mieux, une pompe à chaleur, bon bah il ne peut pas faire autrement que d'accepter. Par contre, attention, j'ouvre une petite parenthèse avant de te donner le quatrième et dernier point. Si jamais tu t'engages dans des travaux lourds, ton locataire, il peut te demander une relocation, à être relogé quelque part. C'est pas forcément obligatoire, ça va dépendre, il faut que ça, pareil, ça doit respecter certaines conditions. Je les ai pas, donc je peux pas te le dire tout de suite. Mais faire très attention avec ça, dans le cadre des travaux lourds, par exemple, si tu dois refaire le système de chauffage en plein hiver et que du coup l'appartement pendant 2 semaines il n'est pas chauffé, tu comprendras que ton locataire, bah, peut-être il a envie d'être relogé pendant ce temps-là, ça paraît logique. Donc le quatrième et dernier point, c'est les travaux de remise aux normes. Donc exemple, euh, tu choisis un locataire, tu lui dis par contre le mois prochain, j'ai mon électricien qui vient euh, changer le tableau et remettre aux normes ou je sais pas quoi, mettre la terre, etc. Ben là, il n'a pas le choix, il a pas le choix que d'accepter parce que c'est une remise aux normes et donc du coup, ça en va de la qualité et de la sécurité du bien. Donc pareil, il n'a pas le droit de refuser. Donc ça, c'est les 4 points. Mais par contre, pour tout autre type de travaux, je sais pas moi, de la peinture, changement d'un meuble de cuisine, n'importe quoi, le parquet, je sais pas quoi, tout ça, on peut pas l'imposer. Voilà, on peut pas l'obliger. Par contre, ton locataire, il peut te le demander. Et d'ailleurs, c'est même souvent, c'est même souvent ton locataire qui te demande d'améliorer ton logement, même si toi, tu trouves qu'il est dans un bon état. Allez, le quatrième point, c'est faire payer les quittances de loyer. Ça, c'est interdit, mon gars. Qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Je l'ai déjà entendu. Je dois dire que je l'ai déjà entendu. Certains bailleurs estiment que c'est OK, en fait, de faire payer les, euh, les quittances de loyer, mais non, non, en fait, c'est pas parce que en tant que bailleur, t'as dû imprimer un papier, ou même aujourd'hui, il n'y a plus besoin de les imprimer, hein, mais voilà, on a compris avec les mails, etc. Mais voilà, les faire payer, c'est abusif, en fait, hein, il faut pas faire ce genre de choses, c'est pas respectueux. Et en plus, c'est un droit enfin, non, j'allais même dire, c'est un devoir de fournir les quittances de loyer à son locataire. Donc non, non, on fait pas payer. La quittance, elle est obligatoire si jamais le locataire il en fait la demande. Donc ne te mets pas à lui envoyer des quittances parce que tu penses qu'il faut faire les choses. En fait, ça sert à rien. C'est un peu comme dans le boulot, quoi. Tu vois, ça sert à rien quand tu es employé. Ça sert à rien d'en faire plus que ce que ton boss il te demande de faire. À un moment donné, tu es payé pour ce que tu dois faire, pas pour en faire plus. Donc, fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire fournir un logement en bon état, sain, comme ce qui est écrit dans le bail.
Mais ça sert à rien d'envoyer une quittance de loyer si jamais ton locataire ne te la demande pas. Et d'ailleurs, tu verras avec l'expérience, enfin je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas moi c'est le mien, généralement mes locataires ils me demandent des quittances que pour les 3 derniers mois au moment où ils doivent partir, tu vois. Donc quand ils me disent ouais moi je vais poser mon préavis, il me faudrait 3 quittances de loyer, ben à ce moment-là je vais sur Rentila, tu sais j'utilise Rentila, je sais pas si tu as écouté les épisodes précédents tu dois le savoir. Et sur Rentila, tu choisis les dates, je prends les 3 derniers mois, je clique sur un bouton, paf, c'est déjà dans la boîte mail, tu vois. Et il y a le décompte, il y a ce qu'ils ont payé en termes de loyer, en termes de charges, les dates, il y a même ma signature, parce que ma signature elle est enregistrée. Enfin voilà, tu vois, c'est envoyé automatiquement, ça t'a rien coûté. Voilà. La cinquième interdiction, c'est celle de faire payer un mois intégral si jamais il n'a pas été, si jamais il n'a pas été loué en fait. Dans le sens où, je te prends un exemple. Et je sais que des fois c'est un peu contre-intuitif, mais par exemple, un locataire, il te dit, un potentiel locataire, il te dit, ok, bah moi je vous prends l'appartement, par contre, je peux pas arriver première semaine d'avril, j'arriverai deuxième semaine d'avril. Donc en gros, il ne te doit que 3 semaines. Tu peux pas lui faire payer l'intégralité du mois d'avril. Alors je sais que des fois c'est chiant parce que bah, ça te fait pas un compte rond, ça te fait pas un mois rond, etc. Mais si ton locataire il rentre le 7 avril, bah, il te doit du 7 au 31. Et puis un point c'est tout. Il y a pas, voilà, ça se discute pas. On applique la règle du prorata. Et voilà, tout bêtement. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensée Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensée Imo, donc Penserimo. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Alors le sixième point, lui, il concerne l'interdiction d'imposer une assurance. Et alors du coup, je vais me rajouter, tu vois, tant que j'y pense, je me rajoute directement derrière un septième point. C'était pas prévu, mais je vais le rajouter quand même. Pour le sixième point, c'est ce que je te disais, c'est interdit d'imposer un contrat d'assurance spécifique. Euh, je sais que certains propriétaires bailleurs, les petits malins que nous sommes, on aime bien trouver des sources de revenus complémentaires un petit peu à gauche, à droite, et des fois on a des partenaires qui font de l'assurance, soit courtiers, soit des assureurs en direct, qui proposent de l'affiliation si jamais son locataire prend son assurance locataire, donc son assurance multirisque habitation, c'est comme ça que ça s'appelle, chez eux. Donc bah, je te prends un exemple, moi j'ai 20 lots, donc sur mes 20 lots, à chaque fois que j'ai un locataire qui va venir, ben, le locataire, je vais lui dire, bah, pas de souci, le loyer c'est tant, 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 et l'assurance habitation via mon partenaire, c'est l'assurance que vous devez prendre, c'est 10 euros par mois. Bah ça c'est interdit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas l'imposer. Tu peux le proposer, mais tu peux pas l'imposer. C'est toujours, tu vois, elle est toujours là la nuance en fait. T'as pas le droit de l'imposer parce que bon alors attention, hein, il y a deux cas différents. Il y a le cas où tu l'imposes et tu laisses pas le choix à ton locataire, il prend l'assurance et du jour au lendemain il l'arrête et puis il te dit ben non mais moi vous me l'avez imposé. Donc comment tu fais pour prouver que tu l'as pas imposé? Tu vois, ça c'est un premier point. Mais par contre, si ton locataire, il te dit, il rentre dans le logement et il prend pas d'assurance, bon, alors je sais pas comment vous faites les gars, mais moi, pour signer un locataire, il rentre pas, il met pas les pieds dans l'appartement tant qu'il m'a pas envoyé son assurance multirisque. Moi, je veux l'attestation avant qu'il rentre. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais si jamais tu l'acceptes tel quel, bah, il faut qu'il prenne une assurance multirisque habitation. Si jamais il ne la prend pas, dans ce cas-là, tu vas revenir vers lui, tu vas lui dire attention, vous êtes censé avoir une assurance. Si vous ne la prenez pas, je vais devoir en prendre une pour vous. Et ça, c'est possible. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est possible. Tu peux prendre l'assurance pour lui, mais tu peux pas. Enfin, tu vas mettre à son nom comme en qualité de locataire et tu vas lui demander des remboursements. Mais lui, il va pas de son plein gré le payer, tu vois. Si jamais il n'a pas d'assurance, il va pas de son plein gré. Donc, tu vois, en fait, tu rentres dans un conflit. Tu rentres dans une relation conflictuelle. Donc, il vaut mieux faire les choses proprement et lui demander de prendre une assurance par lui-même avant de rentrer dans le logement et tu peux lui proposer ton assureur. Et auquel cas, tu dis à ton assureur, par contre, si je te l'envoie, attention, tu peux me faire une petite commission ou une petite réduction, peu importe, sur mes PNO ou sur autre chose, tu vois. Ça peut être une possibilité, mais toujours faire attention à ne jamais imposer
la compagnie d'assurance à un particulier, c'est interdit. Et alors, comme je te disais, je me suis rajouté un dernier point. Je me le suis rajouté parce que je m'en suis rappelé qu'après, et c'est un point qui revient vachement souvent. Je sais que là, il y a un peu un flou là-dessus et il faut que ça soit éclairci. Je sais que le propriétaire bailleur, des fois, il est déçu de l'état des lieux. Tu sais, l'état des lieux de sortie de son locataire. Donc, je tiens à préciser qu'il est quand même interdit de conserver le dépôt de garantie plus d'un mois, plus de 30 jours, si jamais l'état des lieux est conforme. Donc, il y a deux choses, tu vois. Il y a le fait d'être déçu de certains points et le fait que l'état des lieux n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à l'état des lieux d'entrée. Donc si jamais il est égal, donc si jamais il est conforme, et que vous le signez, alors là, il est interdit de garder le dépôt de garantie de 1 ou de 2 mois, ça dépend. Si tu fais du meublé comme moi, bah, tu prends 2 mois. Euh, Ces 2 mois de garantie, donc c'est l'équivalent du loyer sans les charges, bah, tu es obligé de les rendre en fait, tu es obligé de les rendre dans les 30 jours. Si jamais l'état des lieux, par contre, n'est pas conforme, alors là c'est autre chose, on rentre dans le cadre de la non-conformité de l'état des lieux, donc du coup de la rénovation des points litigieux. Alors là, dans ce cadre-là, tu vas pouvoir garder le dépôt de garantie partiel ou entier pendant un maximum de 2 mois. Donc, dans le sens où tu peux le rendre avant, évidemment. Tu peux faire la déduction, exemple, le lit est cassé, le lit c'est 200 euros et le dépôt de garantie c'était 700 euros. Bon, bah tu les renvoies les 400 euros, tu vois. Les 500 euros, pardon. Donc tu fais ton calcul de ce que tu lui dois et tu peux lui renvoyer, mais tu as jusqu'à 2 mois. Et elle est là la grande différence en fait. C'est tout réside dans la conformité ou dans la non-conformité de l'état des lieux. Donc fais très attention parce que ton locataire, là, il peut prendre comment on appelle ça, un conciliateur de justice ou un avocat même, hein, si jamais il est vraiment déterminé à t'embêter, et, euh, et voilà, et demander des pénalités supplémentaires. Donc faire très attention avec ce dernier point. Donc il y en a 7. Je te les réénumère si tu les as déjà oubliés. Le premier, c'est interdit d'obliger le locataire à recevoir des visites intempestives de son propriétaire. Interdit d'obliger un moyen de paiement spécifique. Voilà. Donc le locataire fait comme il veut et tape pas ton mot à dire, sauf au-delà de 1000 euros, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Troisième point, interdit d'obliger à subir des travaux, sauf dans les 4 points énumérés. Quatrième point, interdit de faire payer les quittances de loyer. Voilà. Bon, je ne sais pas qui fait ça, mais visiblement ça revient souvent. Donc ne le faites pas. Ensuite, interdit de faire payer le mois intégral si jamais le locataire n'a pas utilisé ce mois intégral. Donc peu importe que ce soit à son arrivée ou à son départ, s'il arrive le 15 ou qu'il repart le 15, bah, il vous doit que 15 jours. Et puis c'est tout. Ensuite, il t'est interdit d'imposer une assurance habitation spécifique ou un assureur, une compagnie, etc. Donc tu peux proposer mais pas imposer. Et septième et dernier point, interdit de conserver le dépôt de garantie plus d'un mois si jamais l'état des lieux est conforme. Voilà. Ne tombe pas dans le panneau de tous ceux qui racontent des bobards et qui te disent oui, l'état des lieux, tu peux le garder 2 mois. Non, c'est pas vrai. Pas de bêtises avec ça, c'est pas ton argent, c'est celui de ton locataire. Voilà, en conclusion, on peut dire une chose. Franchement, pour la faire court, on peut dire une chose. Attention à ne pas trop empiéter sur la vie privée de son locataire. Et je pense qu'en faisant ça, bah, ton locataire, il sera normalement respectueux. Et la petite astuce, pour tout ce que tu as envie de faire bien avec ton locataire, des fois c'est juste de la maladresse, tu sais, on ne sait pas, des fois on débute, c'est les premiers locataires, on ne sait pas ce qu'on fout, tu vois. Et on ne prend pas le temps, des fois on réagit, plutôt que de prendre le temps de dire, écoutez, je reviens vers vous, je vais chercher l'information sur Internet ou auprès d'autres investisseurs, je ne sais pas. Donc du coup, la petite astuce, c'est au lieu d'imposer, essayer de proposer. Toujours proposer quelque chose plutôt que de l'imposer en disant bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous va si je vous propose? Ça c'est la petite phrase clé. Est-ce que ça vous va si je vous propose? En disant ça, ben vous évitez des fois des galères, des malentendus, des conflits. Voilà, on n'aime pas trop les conflits. On évite en tout cas.
Voilà pour cet épisode. On va passer à la question du jour. Donc c'est une question de Ludos V. J'espère que je le prononce bien. Ludos V qui demande: est-ce que tu peux expliquer comment tu calcules... Ah oui, parce qu'on parlait dans un épisode précédent des tarifs journaliers pour les artisans. Il demande: est-ce que tu peux expliquer comment tu calcules le tarif journalier pour les artisans, notamment électricité et plomberie? Alors c'est vrai que j'avais donné des chiffres, alors j'avais vraiment, si je dis pas de bêtises, j'avais mis entre parenthèses en disant que ça dépendait de là où vous vous trouvez, ça dépend de tes artisans, etc. Bon, le mieux de toute façon, je vais dire, Ludo, c'est d'avoir des gens avec qui tu as déjà travaillé et de les faire passer et de les mettre en concurrence, tout simplement, hein. Donc tu regardes, tu peux même leur poser la question en direct. Comment, alors vous me faites un devis par exemple à 10 000 euros. Ok, donc là-dedans, il y a de la fourniture et il y a de la main-d'œuvre. Comment est-ce que vous calculez votre main-d'œuvre? Est-ce que c'est tarif journalier ou est-ce que c'est un forfait? Si c'est un forfait, comment je fais pour me faire un tarif journalier? Comment je fais pour trouver une méthode de calcul? Tu peux demander, hein, il n'y a rien de plus simple. Après, moi, j'avoue que je travaille souvent avec les mêmes artisans, les mêmes entreprises. Bientôt, je pense que je vais travailler avec une entreprise tout corps d'État, mais c'est pas encore sûr. Donc j'aurai un peu plus d'informations là-dessus. En attendant, si ça t'intéresse, tu peux télécharger, puisque je le mets dans la description juste dessous, là, tu peux trouver mon tableau Excel que j'utilise pour calculer la rentabilité d'un bien, dans le sens où je calcule en fait les travaux avec ce tableau. C'est un calculateur de travaux et de meubles, et du coup je sais si mon bien reste rentable. Je regarde le coût des travaux, des meubles, j'additionne ça à mon projet et du coup en divisant avec le prix du projet, bah, ça me donne la rentabilité. Et dans ce tableau, et c'est pour ça que je te dis ça, tu vas voir que j'ai mis le tarif journalier de mes artisans à moi. Donc après, bon, ça peut pas passer du simple au double, c'est ça que je veux dire. Donc je peux peut-être prendre ça comme référence et voir après en faisant passer d'autres artisans et comparer ça avec tes artisans sur ton secteur. On termine avec la recommandation de la semaine. Recommandation de la semaine. Recommandation qui me touche particulièrement puisque vous le savez, je suis quand même très famille et dans ma famille, je peux pas dire qui, mais il y a pas très longtemps, j'ai fait un cadeau d'anniversaire, petit cadeau d'anniversaire et donc du coup j'avais envie cette année d'offrir un livre. C'était mon souhait. Je voulais que cette année j'ai choisi tout le monde aura un livre. Voilà. Et donc là, pour cet anniversaire, j'ai choisi un livre, sauf que la personne étant un peu jeune, et ayant montré depuis quelques mois, pour pas dire années, des changements très intéressants, très fulgurants dans sa vie, des choses qui m'ont beaucoup plu à voir en termes d'évolution, bah, je me suis dit, un livre, ça sera parfait pour lui. Et donc du coup, je lui ai acheté, tu sais, la BD de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc c'est le livre d'Olivier Roland là qu'il a fait il y a, je sais pas, il y a peut-être 3 4 allez, voire 5 ans, je me rappelle plus, tu vois, mais il a écrit un bouquin, ça a cartonné, ça a été vraiment un best-seller. Et c'est un gros pavé en format classique. Et pour cette personne à qui j'avais vraiment envie de lui offrir ce livre, je me suis dit que ça serait vraiment dur à digérer. Et je sais qu'il lit des BD. Donc tu l'auras compris, c'est plutôt pour un jeune. Et donc si jamais tu as envie de faire un cadeau à un jeune ou que tu es toi-même jeune ou que t'aimes pas lire des gros livres et que tu préfères le format BD, bah, ça peut te plaire. Ça peut te plaire. Les illustrations sont vraiment cool aussi. Donc ça peut parler à un public jeune. Donc je le recommande. Je le mets ci-dessous aussi si ça t'intéresse. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études au format BD. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce qui est assez incroyable, c'est que euh, comment dire, le début du livre a été écrit par Xavier Niel, je crois, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revérifie. Mais voilà, il y a il y a comment dire, un prélude de 2 pages, je crois, 2 3 pages qui ont été écrits par Xavier Niel. Donc très très cool et très inspirationnel pour un jeune.
Voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire, comme toujours, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!